Je suis fan de votre chaîne, de la façon dont vous apportez de l'humanité et du suspense à de véritables histoires policières. Je vous écris depuis Anchorage, en Alaska, où quelque chose s'est produit dans mon quartier l'hiver dernier et dont je ne peux pas me débarrasser. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, non seulement à cause du choc qu'elle suscite, mais aussi à cause de la tragédie discrète qu'elle a révélée à propos de l'endroit où j'appelle chez moi. J'ai été témoin direct de la police qui a enfoncé la porte de mon voisin, pour découvrir une vérité qu'aucun de nous n'avait vu venir. J'ai reconstitué ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et ce que j'ai ressenti, et j'espère que vous partagerez cela avec votre public. C'est l'histoire de l'isolement, de la dette et d'une femme qui est passée entre les mailles du filet, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je m'appelle Emily et j'habite dans Birchwood Lane, une rue calme de l'un des quartiers les plus anciens d'Anchorage. Ici, l'hiver est une bête, les températures descendent jusqu'à -20, la neige s'accumule jusqu'aux genoux et l'obscurité donne l'impression d'avaler toute la journée. C'est peut-être pour ça que les gens restent seuls. Dans notre rue, les voisins ne font pas signe de la main, ne frappent pas à la porte pour des casseroles ou des bavardages. Nous ne sommes pas hostiles, juste séparés. Chacun a ses propres batailles, les factures, les emplois, la difficulté de survivre à un autre hiver en Alaska. Je ne suis pas différent, je travaille de longues journées dans un hôpital local et je rentre à la maison trop fatigué pour me soucier de qui habite à côté. De l'autre côté de la rue vivait Karen Mitchell. Je ne la connaissais pas bien, mais je la connaissais astérisque d'elle, comme on connaît le visage de quelqu'un grâce à des regards passants. Elle avait la quarantaine, peut-être le début de la cinquantaine, avec des cheveux bruns courts et un regard fatigué. Elle conduisait une Subaru en mauvais état, portait toujours un manteau vert gonflé et gardait ses stores bien fermés. Je la voyais peut-être une fois par mois, pelletant son allée ou récupérant du courrier, mais nous ne parlions jamais. Personne ne l'a fait. C'est exactement comme ça que c'était à Birchwood Lane. C'était le 12 janvier 2025, lorsque tout a changé. Je venais de terminer une double journée de travail, mes bottes craquant dans la neige fraîche alors que je marchais jusqu'à chez moi vers 19h. La rue était silencieuse, le genre de silence que seule une nuit glaciale peut apporter. Puis j'ai vu les lumières rouges et bleues clignoter sur les bancs de neige. 2 SUV de la police et une voiture banalisée étaient garés devant la maison de Karen. Mon estomac s'est effondré. Les flics ne se présentent pas comme ça pour rien. Je me tenais sur mon Porsche, les clés toujours en main, regardant 3 policiers s'approcher de sa porte. L'un d'eux a frappé fort et brusquement en criant « Police d'Anchorage ». « Madame Mitchell, êtes-vous là ?» Aucune réponse. Ils ont frappé à nouveau, ont attendu environ 30 secondes, puis ont commencé à parler dans leur radio. Je n'entendais pas grand-chose, mais j'ai perçu des mots comme « chèque d'aide sociale » et « pas de réponse ». Mon voisin de droite, Tom, a entrouvert sa porte en regardant dehors, mais personne d'autre n'est sorti. Nous ne sommes pas du genre à nous rassembler. Puis les choses ont dégénéré rapidement. Un policier est retourné au SUV et a saisi un bélier. Mon cœur battait à tout rompre. Je veux dire, qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Ils frappèrent la porte 1, 2 fois, et au 3e coup, elle s'ouvrit en éclats. Les policiers ont disparu à l'intérieur, leurs lampes de poche traversant les fenêtres sombres. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas bouger. Je restais là, le souffle embué dans l'air, à attendre. Quelques minutes plus tard, l'un d'eux est sorti, le visage pâle, et a transmis par radio quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Une ambulance est arrivée, pas de sirène, juste silencieuse et délibérée. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis entré, mais j'ai gardé mes stores ouverts, regardant d'autres personnes arriver, des flics, une camionnette de coroner, quelqu'un en costume qui ressemblait à un détective. Vers 22h, il sortait une housse mortuaire. Je me sentais malade. Karen était morte. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre enfin, autant qu'elle aurait pu le faire dans un endroit comme le nôtre. Tom m'a envoyé un texto disant qu'il avait entendu un flic parler de 3 mois. Karen était morte dans cette maison depuis *octobre*. Octobre. Je n'arrivais pas à comprendre cela. Comment quelqu'un peut-il mourir sans que personne ne le remarque pendant 3 mois entiers? Je n'arrêtais pas de penser à sa Subaru, garée dans l'allée tout l'hiver, la neige s'accumulant. J'avais supposé qu'elle était juste, à l'intérieur, vivant sa vie. Nous l'avons tous eu. Au cours des jours suivants, des bribes sont sorties, principalement des textes de ragots et quelques articles de presse. Karen n'avait pas payé ses dettes, carte de crédit, prêt automobile, même son hypothèque.
Apparemment, elle avait été régulière comme sur des roulettes, envoyant des paiements tous les mois, jusqu'à ce que tout d'un coup, il s'arrête. Un agent de recouvrement avait appelé la police pour un contrôle d'aide sociale après avoir tenté de la joindre pendant des semaines sans succès. C'est ce qui a amené les flics à sa porte. Je n'arrêtais pas de penser, astérisque un agent de recouvrement a remarqué qu'elle était partie avant nous tous, astérisque à quel point est-ce triste. J'ai commencé à demander autour de moi, discrètement, pour essayer de comprendre qui était Karen. Il s'avère qu'elle avait été une solitaire, mais pas toujours. Elle travaillait comme comptable pour une petite entreprise de construction, mais elle a été licenciée pendant une période difficile en 2023. Après cela, elle a commencé à travailler en freelance, mais l'argent était serré. Une voisine, Madame Larson en bas de la rue, a déclaré que Karen lui avait emprunté $200 il y a un an, promettant de les rembourser. Elle ne l'a jamais fait. Cependant, Madame Larson n'avait pas de rancune, elle a dit que Karen semblait embarrassée, comme si elle se noyait, mais qu'elle ne voulait pas que quiconque le sache. La police n'a pas révélé grand-chose au début, se contentant de dire qu'il n'y avait aucun soupçon d'acte criminel. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Comment est-elle morte? Pourquoi personne ne l'a remarqué? J'ai commencé à prêter attention à sa maison, maintenant scotchée avec du ruban adhésif jaune flottant au vent. Cela avait l'air si ordinaire, un revêtement gris, un porche affaissé, des glaçons suspendus aux gouttières. Mais il semblait hanté, comme s'il détenait des secrets que personne ne voulait entendre. Environ une semaine plus tard, j'ai croisé l'agent Daniels à la station-service. Il avait été l'un des flics chez Karen et je l'ai reconnu grâce à son insigne. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je lui ai demandé sans détour, qu'est-il arrivé à Karen Mitchell? Il eut l'air surpris, puis soupira, comme s'il attendait que quelqu'un s'en soucie suffisamment pour lui demander. Il ne pouvait pas dire grand-chose, mais il m'a dit qu'il semblait qu'elle était morte dans son sommeil de cause naturelle, peut-être d'un problème cardiaque. Le coroner était encore en train de le découvrir, mais le véritable problème était depuis combien de temps elle était là. 3 mois, dit-il en secouant la tête. La maison était froide comme un congélateur. Les choses étaient gardées, préservées. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré cette nuit-là. Pas parce que je connaissais Karen, mais parce que je astérisque ne la connaissais pas astérisque. Elle était juste là, à 50 pieds de ma porte d'entrée, et je n'avais pas remarqué son absence. Aucun de nous ne l'avait fait. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque fois que je la voyais pelleter de la neige, récupérer du courrier, toujours seule. Avait-elle été malade? Déprimée? Effrayée? Je ne le saurais jamais, et c'est ce qui me tue. Plus je creusais, plus c'était triste. Un cousin de Karen est arrivé quelques semaines plus tard pour nettoyer la maison. J'ai eu le courage de me présenter, lui offrant un café pendant qu'elle triait les cartons. Elle s'appelait Sarah et elle était gentille mais clairement navrée. Elle m'a dit que Karen avait toujours été privée, même lorsqu'elle était enfant. Après la mort de ses parents, Karen a rompu les liens avec la plupart des membres de la famille, non pas par colère, mais parce qu'elle ne voulait charger personne. Sarah a déclaré que Karen avait lutté contre l'anxiété et avait eu une peur au cœur il y a quelques années, mais avait refusé de consulter un médecin régulièrement. Elle pensait qu'elle pourrait le gérer elle-même, a déclaré Sarah en s'essuyant les yeux. Sarah a laissé échapper quelque chose d'autre qui m'a marqué. Karen était lourdement endettée, pas seulement un peu, mais des dizaines de milliers. Les cartes de crédit, les factures médicales dues à cette crise cardiaque, une deuxième hypothèque qu'elle avait contractée pour rester à flot. Sarah a trouvé des piles de factures non ouvertes dans la maison, certaines estampillées « Avis final ». Mais Karen avait sauvé les apparences, payant ce qu'elle pouvait, même si cela la dévorait vivante. Sarah pensait que peut-être le stress l'avait envahie, que son cœur avait lâché. La maison racontait aussi sa propre histoire. Sarah m'a fait visiter l'intérieur un jour, et c'était comme entrer dans une capsule temporelle. La chaleur était éteinte, donc il faisait glacial, notre souffle était visible pendant que nous traversions. Le salon avait un canapé simple, une petite télévision et une pile de livres de bibliothèque des mystères pour la plupart. La cuisine était vide, à l'exception d'une soupe en conserve et d'une boîte de flocons d'avoine à moitié vide. À l'étage, la chambre de Karen était bien rangée, le lit fait, une bouteille d'aspirine sur la table de nuit. C'est là qu'ils l'ont trouvée, a déclaré Sarah. Au lit, comme si elle venait de s'endormir et ne s'était jamais réveillée. Le pire? Son téléphone. Sarah l'a trouvé sous une pile de papier, batterie morte et tout. Lorsqu'ils l'ont facturé, il n'y a eu aucun appel récent, aucun SMS,
juste quelques messages vocaux d'agents de recouvrement. Karen n'avait contacté personne, et personne ne l'avait contacté. Je n'arrête pas de penser, si l'un de nous avait frappé à sa porte, cela aurait-il fait une différence? Aurions-nous pu la sauver? La police a clôturé son enquête le mois dernier. Cause officielle du décès, insuffisance cardiaque, probablement due à une maladie cardiovasculaire non traitée. Pas de crime, pas de mystère, juste une femme qui est morte seule et qui est restée ainsi jusqu'à ce que le monde la rattrape. La maison est à vendre maintenant, un réparateur supérieur, avec un prix réduit. Je passe devant lui tous les jours et je me sens mal, comme si je faisais comme si de rien n'était. Je vous raconte cela parce que l'histoire de Karen ne concerne pas seulement elle, elle concerne nous tous. Il fait froid à Anchorage, bien sûr, mais ce n'est pas seulement la météo. C'est ainsi que nous vivons, tête baissée, porte verrouillée, en supposant que tout le monde va bien parce que personne ne dit le contraire. Karen se noyait et nous ne l'avons pas vue. Peut-être qu'elle ne le voulait pas, mais ça ne veut pas dire que ça va. J'espère que vous partagerez cela sur votre chaîne, non pas pour faire du sensationnalisme, mais pour rappeler aux gens de lever les yeux, de vérifier si la personne d'accent grave côté se porte bien. Karen méritait mieux que d'être retrouvée par un agent de recouvrement. Nous le faisons tous. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de détails. Je serai ravi de vous aider autant que possible. Salut. Je n'écris pas ceci en tant que fan ou adepte, j'écris en tant que témoin direct de quelque chose de si dérangeant, de si personnel, que cela me hante encore chaque jour. Et je dis cela avec une conviction absolue, au moment où vous aurez fini de lire cette histoire, vous conviendrez peut-être qu'il s'agit de l'une des affaires criminelles les plus tragiques et troublantes que vous ayez jamais entendues, peut-être même l'une des plus sombres que vous ayez jamais présentées. Il ne s'agit pas d'une affaire classée dans les archives d'une ville oubliée. Cela ne s'est pas produit dans une rue ravagée par la criminalité que vous ne pouvez pas prononcer. C'est arrivé ici, juste à côté de chez moi. Dans une rue où les enfants faisaient du vélo, où les voisins hochaient la tête poliment, où rien ne se passait. C'est, jusqu'à ce que tout se passe. Je vis dans un quartier calme de l'État d'Ogun, au Nigeria. Nous sommes le genre de communauté où tout le monde connaît tout le monde, où un sourire ou un signe de la main vous salue chaque matin et où les gens laissent leurs portes ouvertes parce que la confiance est plus épaisse que les serrures. Cette confiance, cependant, a été brisée une nuit d'une manière dont je pense qu'aucun d'entre nous ne s'en remettra jamais. C'est l'histoire du pasteur Elia Adeniran, un homme que j'admirais depuis des années, et de sa femme, Mama Sarah. Dévoués, humbles, généreux au-delà de toute mesure, ils étaient le cœur même de notre petite communauté. Ils dirigeaient notre église locale, organisaient des collectes de nourriture, organisaient des veillées de prière et encadraient des mariages en difficulté. Mais une nuit, un cadavre dans leur chambre d'amis a bouleversé notre confiance en eux et en nous-mêmes. Je m'en souviens très bien. C'était un vendredi soir d'août. Le temps avait été lourd, du genre à faire transpirer les murs. Je venais de m'installer après le dîner lorsque j'ai entendu les sirènes. Pas un, mais 2 fourgons de police sont entrés dans notre complexe comme dans un film d'action. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une descente contre un trafiquant de drogue ou peut-être d'une erreur d'identité. Mais quand j'ai vu les policiers sauter, lourdement armés, et se diriger droit vers la maison du pasteur, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. C'était surréaliste. La police a frappé une seule fois avant d'intervenir. En quelques minutes, ils ont traîné le pasteur Elia et sa femme dehors, menottés. J'ai couru vers la porte pour voir ce qui se passait. Une foule se rassemblait déjà. L'expression du visage du pasteur n'était pas de la colère. Ce n'était pas non plus une confusion. C'était autre chose, comme une démission. Comme un homme qui savait qu'un jour comme celui-ci pourrait arriver, mais qui n'aurait jamais imaginé qu'il se produirait de cette façon. Maman Sarah a crié alors qu'il la tirait dans la camionnette. « Nous ne l'avons pas tué !» cria-t-elle encore et encore, sa voix se brisant comme du verre. « Elle est morte dans son sommeil. S'il vous plaît. Vérifiez son dossier médical. » Puis vint la civière. C'est à ce moment-là que c'est devenu réel. J'ai vu le corps d'une jeune femme lourdement enceinte être évacuée de leur chambre d'amis, recouverte d'un tissu blanc qui ne pouvait cacher le gonflement de son ventre. Je me souviens que quelqu'un avait chuchoté, « C'est Rizzy. Rizzy. » Son nom complet était Rizia Adlek. Elle n'avait que 29 ans. Et oui, je la connaissais aussi. Elle venait de temps en temps chez le pasteur Elia depuis plus d'1 an.
ce n'était un secret pour personne dans notre communauté que son mari, Ganyu, était violé. C'était un mécanicien impétueux qui travaillait au centre-ville. C'était une blessure ouverte que personne n'osait toucher. Rizzi se présentait à leur porte à toute heure, parfois avec un œil au beurre noir, d'autres fois avec une entorse au poignet ou des bleus autour du cou. Le pasteur Elia et maman Sarah l'ont toujours accueilli, toujours accueilli. J'ai demandé un jour au pasteur pourquoi il avait permis que cela continue. Elle nous considère comme son seul espace sûr, m'a-t-il dit. Elle ne le dénoncera pas. Elle dit qu'elle reste pour le bébé. Cette nuit-là, elle a dû revenir. Battue, effrayée, épuisée. Il ne lui restait que quelques semaines avant la date prévue de son accouchement. Mais cette fois, le matin venu, elle était morte. D'après ce que j'ai reconstitué plus tard à partir de conversations chuchotées et de rapports de police, cela s'est produit juste après minuit. Elle est arrivée chez eux, secouée et en pleurs, disant que Ganyu l'avait jetée contre un mur. Maman Sarah l'a installée dans la chambre d'amis, lui a donné du thé chaud et s'est assise avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Vers 2 heures du matin, Rizzi a déclaré qu'elle se sentait fatiguée et qu'elle voulait s'allonger. Ils l'ont retrouvée sans vie le matin, les lèvres bleues et froides, sans nouvelle blessure visible. Ils ont paniqué. Ils ont appelé Ganyu. Ce fut l'erreur fatale. Ganyu est arrivé environ 30 minutes plus tard, accompagné de la police. Il a déclaré aux autorités que le pasteur et sa femme avaient hébergé illégalement sa femme et l'avaient assassinée. Il a affirmé qu'il l'avait empoisonnée ou battue à mort. Il a cité comme motif leur histoire des « ingérences » dans son mariage. Le reste avançait plus vite que nous ne pouvions suivre. Des enquêteurs médico-légaux ont été amenés. L'autopsie a révélé plus tard qu'elle était décédée d'une hémorragie interne et d'un traumatisme à l'abdomen. Mais c'est là que les choses sont devenues troubles. L'accusation a fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir subi de telles blessures lors d'une bagarre antérieure avec son mari. Ils ont affirmé que les blessures étaient récentes et auraient pu survenir pendant son séjour dans la maison du pasteur. Ils ont dit que le pasteur et sa femme, dans une tentative tordue de la punir, pour être retournés auprès de son mari encore et encore, lui ont infligé du mal pour lui donner une leçon. Bien entendu, il n'existait aucune preuve pour le prouver. Mais il n'y avait pas non plus de preuves solides en leur faveur. La défense a fait valoir qu'elle était probablement décédée des suites des complications liées au coup que son mari lui avait infligé au cours de l'année écoulée. Ils ont présenté des photographies, des rapports médicaux et même des enregistrements audio de séances de conseil précédentes au cours desquelles Rizzi a décrit les abus en détail. Mais cela n'avait pas d'importance. Ganyu a parfaitement joué le rôle de la victime. Il a pleuré à la barre. Il a affirmé qu'il changeait sa vie pour le bien de son enfant à naître. Il a affirmé qu'il avait supplié Rizzi de rentrer à la maison le soir où elle avait couru chez le pasteur. Il a déclaré qu'il craignait qu'ils essaient de lui retirer définitivement sa femme et son enfant. Le tribunal l'a acheté. Après 6 mois d'audience, le pasteur Elia a été condamné à 25 ans de prison pour homicide involontaire. Maman Sarah a été condamnée à 15 ans pour complicité. Le jour où la sentence a été lue, notre rue est devenue calme pour la première fois depuis des années. L'église a fermé ses portes. Aucun service. Pas de prière. Juste du silence. Je me souviens encore d'être resté là, à regarder la camionnette les chasser, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Je me suis posé sans cesse la même question, aurait-il pu le faire? Même maintenant, je n'ai pas de réponse. La preuve était circonstancielle. Personne ne les avait vus lui faire du mal. Personne n'a entendu de cris ou de cris venant de la maison cette nuit-là. La seule chose dont nous étions sûrs, c'était qu'une femme, enceinte et désespérée, était morte sous leur toit. Mais parfois, la justice n'est pas une question de preuve. C'est une question de perception. Et c'est ce qui les a finalement tués. Il y a eu une indignation en ligne. Un pasteur assassine une femme enceinte. Diable en tissu. Les gros titres ont écrit l'histoire avant les faits. Les gens qui n'ont jamais rencontré le pasteur Elia parlaient de lui comme s'il était un monstre. Même le bien qu'ils avaient fait pendant des années ne comptait plus. Tout a disparu sous le poids de cet incident. J'aimerais pouvoir dire que la vérité a gagné. Mais je ne sais pas si nous connaîtrons un jour toute la vérité. Je rends toujours visite à maman Sarah en prison quand je le peux. Elle est plus mince maintenant, plus calme. Ses yeux ne s'illuminent plus comme avant. Elle reste assise là, à poser des questions sur l'église, sur les voisins, sur le jardin derrière leur maison. Elle prie toujours pour la communauté,
pour Ganiyu, et même pour la justice. Mais surtout, je pense qu'elle prie pour la paix. Pas pour elle, mais pour Rizzi. Et je pense que c'est la partie la plus tragique. Au milieu de toutes les accusations, procès et peine de prison, les gens oublient que Rizzi est mort. Une jeune femme pleine de vie, de peur et d'espoir est décédée. Elle n'a pas demandé à être battue. Elle n'a pas demandé à être entraînée dans cette guerre entre sécurité et souffrance. Elle essayait juste de survivre. Je raconte cette histoire non pas parce que je veux susciter la controverse ou chasser les clics. Je le dis parce que j'étais là. Parce que je l'ai entendu rire une fois. Parce que j'ai vu notre pasteur la conduire dans la prière. Parce que j'ai vu son mari jeter des bouteilles de bière devant leur portail. Parce que j'ai vu la police emmener 2 bonnes personnes. Parce que je ne sais pas si justice a été rendue. Peut-être que tu peux mieux le dire. Peut-être que votre voix pourra lui donner le poids qu'elle mérite. Merci d'avoir lu. Je viens de m'abonner à votre chaîne et j'ai été attiré par le côté obscur du comportement humain, comment des gens apparemment ordinaires peuvent faire des choses indescriptibles. Mais je n'aurais jamais pensé vivre une histoire qui appartienne à celle que vous racontez. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi banal puisse devenir si moche, si vite. Je vis dans Utilisé, Belgique. C'est aussi pittoresque qu'on le dit, des ruelles pavées, des canaux calmes, des maisons avec des bacs à fleurs et des vélos partout. Une ville médiévale figée dans le temps. Les touristes voient le charme. Les habitants se sentent en sécurité. J'ai choisi ce quartier pour cette raison. C'était paisible. Prévisible. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ma maison se trouve à la limite de Saint-Cruy, juste au-delà du centre historique. Une modeste maison jumelée avec une pelouse bien rangée dont je prends religieusement soin. En face de moi vivait monsieur Robert Decker. Il a emménagé il y a 3 ans. Un homme tranquille d'une 60aine d'années, grand et raide comme quelqu'un façonné par des règles. J'ai appris par des voisins qu'il était un gendarme à la retraite, l'ancienne police paramilitaire belge. Cela expliquait son attitude rigide. Nous n'avons jamais parlé au-delà des salutations, et honnêtement, cela me convenait bien. Tout a changé quand il a eu un chien. Un Rottweiler massif, non entraîné et déchaîné. Il l'appelait Bruno. Dès le début, il errait librement dans les allées des gens, aboyant après les enfants et, de manière plus persistante, sur ma pelouse où il déféquait presque quotidiennement. Au début, je l'ai ignoré. Ensuite, j'ai nettoyé après. Mais dès la 3e semaine, j'en avais assez. J'ai traversé la rue et j'ai sonné. Il n'a pas répondu au début, même si je l'ai vu jeter un coup d'œil derrière le rideau. J'ai attendu. Finalement, il est sorti. Quoi, dit-il sèchement, pas une salutation, juste une demande. J'ai essayé de rester léger. Je voulais te parler de Bruno. Il utilise ma pelouse comme toilette. J'espérais que tu pourrais peut-être l'emmener ailleurs, ou au moins le garder dans ton jardin. Il m'a regardé pendant une seconde, puis a reniflé. Vous avez emménagé dans un quartier, pas dans une forteresse. Faites avec. Puis il rentra à l'intérieur. C'était tout. Aucune excuse. Aucune discussion. Juste ce licenciement froid. Je ne voulais pas aggraver les choses, mais je ne voulais pas non plus vivre comme ça. J'ai donc installé des caméras. Une modeste configuration de 4 caméras, 2 face à mon jardin de devant, une couvrant le chemin latéral et une à l'arrière. En quelques jours, j'ai eu des images de Bruno se promenant tôt le matin, faisant ses affaires et revenant au trot sans souci. J'ai soumis les images aux autorités locales. Non pas parce que je voulais des ennuis, mais parce que je voulais que ça s'arrête. Le contrôle des animaux s'en est mêlé. Ils ont d'abord donné un avertissement à Robert. Il n'a pas obéi. Quelques semaines plus tard, Bruno a donc été emmené. Je me souviens avoir regardé derrière les stores pendant qu'il chargeait le chien dans une camionnette. Robert se tenait sur le seuil, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il n'a jamais dit un mot. Je n'ai même jamais essayé de protester. Mais à partir de ce jour, quelque chose a changé en lui. Il a arrêté de faire semblant d'être poli. Il ne détournait plus le regard lorsque nous passions, il regardait fixement. Je l'ai tenu. Pas de clignement des yeux. Aucune prétention. Juste ce regard froid et complice, comme s'il mémorisait l'arrière de mon crâne.
J'ai commencé à trouver des choses étranges dans mon jardin. Un pigeon mort. Puis une bouteille brisée. Un matin, mes poubelles avaient été renversées et mon courrier était trempé dans une odeur d'eau de javel. Pourtant, je n'avais aucune preuve que c'était lui. Il restait caché, hors de portée des caméras, toujours hors de vue. J'ai même vérifié les images plusieurs fois. Rien. Puis vint la nuit qui a tout changé. C'était un mercredi froid de novembre. Vers 1h30 du matin, j'ai été réveillé par un fissure vif, fort, indubitable. Au début, je pensais que c'était un feu d'artifice. Mais ensuite il y en a eu un autre. Et un autre. 3 au total. Je vis seul. Mais je ne me laisse pas facilement ébranler. Je me suis levé, j'ai enfilé mon manteau et je suis sorti par la porte arrière avec une lampe de poche. Mon souffle se coupa. Mon cœur s'est presque arrêté. Là, sur les dalles de pierre de mon jardin, reposaient mes 2 chats, Salem et Ivy. Sans vie. Le sang s'accumulait autour d'eux. L'un avait été blessé par balle à la poitrine, l'autre à la tête. Style d'exécution. Je ne peux pas décrire ce que cela m'a fait. Je les avais élevés à partir de chatons. Ils étaient de la famille. Salem dormait sur mes genoux toutes les nuits. Ivy se pelotonnait sur le rebord de la fenêtre pendant que je lisais. Leurs morts n'étaient pas seulement cruelles, elles étaient délibérées. Je suis rentré en courant, j'ai verrouillé toutes les portes et j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils étaient détachés. Professionnels, mais cliniques. Ils m'ont demandé si j'avais des ennemis. J'ai dit non. Je leur ai parlé de Robert. À propos de Bruno. À propos des caméras. Ils ont visionné les images. Rien. Pas même une silhouette. La caméra arrière, qui aurait dû tout capturer, était devenue noire à 1h27 exactement, soit 2 minutes avant les prises de vue. Cela fonctionnait bien avant et a repris à 1h45. La police a conclu que quelqu'un l'avait désactivé. Je savais qui. Je savais. Mais les soupçons ne constituent pas une preuve. Ils ont déposé un rapport. Promis d'augmenter les patrouilles. C'était tout. Aucune arrestation. Pas de frais. Pas de justice. Les jours passèrent. Puis des semaines. J'ai enterré mes chats dans le jardin et j'ai évité Robert comme une maladie. Il n'a pas dit un mot. Mais chaque matin, je le voyais debout à sa fenêtre. Je me regarde. Je ne le cache plus. Je suis devenu prisonnier dans ma propre maison. J'ai commencé à dormir avec une lumière allumée. J'ai installé un deuxième ensemble de caméras, caché cette fois, directement lié au stockage cloud. J'ai changé les serrures. J'ai porté un porte-clés en spray au poivre même à l'intérieur de la maison. Le traumatisme ne résidait pas seulement dans l'acte, mais également dans la violation. Quelqu'un était entré mon espace tuer mes animaux de compagnie, et le système n'a rien fait. Un soir, je l'ai croisé dans la rue. Pour la première fois depuis des semaines, il parla. « Comment est la pelouse ?» dit-il en souriant sans ses yeux. « Calme maintenant, n'est-ce pas ?» C'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Il ne s'agissait pas du chien. Cela n'a jamais été le cas. C'était une question de contrôle. À propos de la fierté. Dans son esprit, je l'avais embarrassé. Il l'a humilié en s'adressant aux autorités. Il ne pouvait pas laisser tomber ça. Le plus effrayant, c'est qu'il est toujours là-bas. J'ai quitté Bruges plus tôt cette année. J'ai vendu la maison. A subi une perte. Je m'en fichais. J'avais juste besoin de sortir. Mes nuits étaient remplies de cauchemars, portes grinçantes, doux grognements dans le noir, sang sur les carreaux blancs. Je vis maintenant à Gand. Maison différente. Différents voisins. Mais je vérifie toujours chaque serrure 2 fois. J'ai encore peur des chiens qui aboient. Je garde toujours une caméra à chaque coin de la maison, plus que jamais. Parfois, je vois des rottweilers et j'ai des nœuds d'estomac. Parfois, je rêve de Salem recroquevillé à côté de moi, pour me réveiller dans le silence. La police a finalement classé le dossier comme étant non résolu, bien qu'un policier m'ait dit officieusement, nous savons tous ce qu'il a fait. Nous ne pouvons tout simplement pas le prouver. Cela me hante. Pas seulement à cause de la perte, mais à cause d'une impuissance. Parce que vous pouvez tout faire correctement, rassembler des preuves, suivre les règles, demander de l'aide et quand même perdre. Et qu'est-ce qui me fait le plus peur ? Les gens comme Robert ne s'arrêtent pas. Ils attendent.
Il s'adapte. Et il frappe à nouveau, quand vous êtes vulnérable, quand vous n'êtes pas surveillé, quand vous vous y attendez le moins. Voilà donc mon histoire. Peut-être que vous le direz. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre que les monstres ne ressemblent pas toujours à des criminels. Parfois, ils portent des uniformes. Ils habitent de l'autre côté de la rue. Ils vous sourient le matin et vous souhaitent une bonne nuit. Mais derrière la clôture, dans l'ombre, ils regardent. En attendant. Merci d'avoir écouté.